អង្គុយចុះ Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole va être donnée à l'accusation qui pourra, le cas échéant, interroger la partie civile. Monsieur Chan Dara Rasmei. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Pour gagner du temps, nous nous sommes déjà entretenus entre nous au sein du bureau des coprocureurs. Seul un de nos représentants va poser les questions et c'est moi-même qui ai été désigné. Merci, Monsieur le Président. Monsieur la partie civile, j'aurais quelques questions à vous poser concernant tout d'abord votre passé, ainsi que spécifiquement concernant l'évacuation de Phnom Penh et votre voyage vers votre village. Et ma première question est de savoir à partir de quand vous avez travaillé comme soldat au sein des forces armées de la République Khmer. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous étiez soldat de Lon Nol. Réponse. J'ai travaillé comme soldat vers septembre 1972 à la chute de Phnom Penh. Merci. Et dans quel corps d'armée avez-vous travaillé à ce moment-là? Réponse. Je faisais partie de l'unité des forces aériennes. C'était le bataillon 3 de l'aviation, compagnie 3, qui était stationné à l'aéroport, qui est aujourd'hui l'aéroport international de Phnom Penh. Merci. J'ai cru comprendre que ce matin, vous avez dit que votre père et vous-même, donc militaires de Lon Nol, étiez habillés en civil lorsque les Khmers rouges sont entrés dans Phnom Penh le 17 avril, et non pas en uniforme. Est-ce que c'était délibéré? Si je me suis habillé en civil, c'est pour la raison suivante. Quelques jours après la chute de Phnom Penh, nous avons battu en retraite. J'ai dû prendre la fuite. J'avais peur que les Khmers rouges ne sachent que j'avais été soldat, raison pour laquelle j'ai enlevé mon uniforme militaire et ai revêtu des vêtements civils. Merci. En français, nous avons entendu quelques jours après la chute de Phnom Penh, mais j'imagine que c'était quelques jours avant la chute de Phnom Penh. Est-ce que vous confirmez? Pourriez-vous répéter la question? Oui, vous avez dit tout à l'heure, et ça a été traduit en français, comme le fait que vous aviez enlevé votre uniforme parce que quelques jours après la chute de Phnom Penh,
vous aviez en réalité fui devant l'avancée des Khmers rouges. Est-ce que ce n'était pas plutôt quelques jours avant la chute de Phnom Penh? Est-ce qu'il s'agit donc d'une erreur d'interprétation vers le français à partir du Khmer? Je portais des habits civils le matin du 17 avril 1975, quelques heures avant que les Khmers rouges ne prennent contrôle de Phnom Penh. Merci. Est-ce que par mesure de prudence, vous avez pris d'autres mesures que simplement cacher vos uniformes? Est-ce que vous avez également pris soin de cacher ou de détruire tous les documents qui pouvaient établir votre qualité de militaire de Lon Nol? Effectivement, j'ai pris la fuite avec mon revolver. C'était le M16 de mon ami. J'ai fait enterrer cette arme ainsi que l'arme de poing de mon père. Certains uniformes je les ai emmenés avec moi, mais les Khmers rouges les ont vus et ont voulu les prendre. Ils ne m'ont rien fait. Ils m'ont juste demandé de leur remettre les uniformes. Merci. Est-ce que vous avez pu identifier quelles troupes des Khmers rouges sont arrivées dans votre quartier de Borei-Kela le matin du 17 avril 1975? Est-ce que vous saviez de quelle division, régiment il s'agissait? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'ils venaient de l'Est. Merci. Ce matin, vous avez parlé de coups de feu sporadiques que vous avez entendus, de jets de grenades ou de tirs d'obus. Durant la matinée du 17 avril 1975, avant l'entrée dans Phnom Penh des Khmers rouges eux-mêmes, est-ce qu'alors vous pourriez nous dire s'il y a eu des combats à leur entrée? Est-ce qu'il y a une certaine résistance de la part des troupes de Lon Nol ou bien ils ont déposé les armes directement? D'après ce que j'ai vu, il n'y a pas eu de combat, car les soldats de Lon Nol avaient déjà déposé les armes. J'ai vu que leurs armes étaient empilées le long de la route. Les habitants de Phnom Penh leur ont dit de mettre leurs armes au rebut. Et ils ont obéi. Bon nombre d'entre eux ont dû ôter leur uniforme et déposer les armes. Il n'y a pas eu de combat, même si, de temps à autre, on pouvait voir que les Khmers rouges larguaient des bombes. Vous avez dit ce matin avoir vu des cadavres en partant de Phnom Penh le long de la route numéro 4, si je ne me trompe pas, vers l'aéroport de Pochentong. Ces cadavres étaient éclairés par des phares de voitures. Avant de rejoindre l'aéroport de Pochentong, sur le trajet entre Borei-Kela vers l'aéroport, est-ce que vous avez également remarqué d'autres cadavres?
តាមចម្លើយគឺប្រកាសព្រោះខ្ញុំឃើញថាកន្លែងមុខពលានយន្តហោះទេហើយនៅ J'ai seulement vu des cadavres en face de l'aéroport et tout près de Kampong Tool. Devant l'aéroport, il y avait un champ de bataille, des combats violents s'y sont déroulés. À proximité, les soldats de l'ONOL ont été vaincus. Bon nombre d'entre eux ont été tués par les soldats Khmer Rouges. J'ai vu leurs corps qui gisaient dans la base militaire. Pendant nos déplacements, j'ai aussi vu d'autres corps. Manifestement, ces gens avaient péri sur le champ de bataille. Merci. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'à l'entrée des Khmer Rouges dans Phnom Penh, la population avait manifesté une certaine joie. Du côté des Khmer Rouges, lorsqu'ils sont entrés dans Phnom Penh, est-ce qu'ils ont aussi manifesté leur joie d'une façon ou d'une autre et partagé cette joie avec la population, de célébrer cette victoire avec la population? Les soldats Khmer Rouges arboraient une expression déterminée. Ils avaient retroussé leurs pantalons. En marchant, ils lançaient des appels à la population. Leur expression faciale était très déterminée. Ils n'affichaient aucune espèce de joie, aucune espèce d'euphorie. Ils allaient jusqu'à tirer sur des gens. J'ai vu des gens près de moi, des gens qui étaient venus chercher du riz et qui se sont fait tirer dessus. Est-ce que ces gens ont été blessés par les Khmer Rouges à la suite de leur entrée dans Phnom Penh? Certains ont été blessés et tués. Les gens essayaient de piller l'entrepôt pour voler du riz. Là, des forces les ont surpris. Et beaucoup de pillards se sont fait tirer dessus. Bon nombre d'entre eux ont été blessés ou ont trouvé la mort. Moi, j'ai réussi à m'emparer d'un sac de riz et je l'ai emporté. Selon vos observations de l'attitude des Khmer Rouges lorsqu'ils sont entrés dans la ville et de leur rapport avec la population qui les acclamait, est-ce que les Khmer Rouges manifestaient une certaine méfiance à l'égard de la population ou était-ce simplement de la réserve? La population de Phnom Penh et les gens de l'endroit où j'étais
ne jouissait pas de la confiance des Khmers rouges. Nous étions, depuis le début, considérés comme des ennemis. Les Khmers rouges ne voulaient avoir aucun contact avec nous. Quand vous dites que les Khmers rouges ne voulaient avoir aucun contact avec nous, que nous étions considérés comme des ennemis, vous entendez la population entière de Phnom Penh ou certaines catégories de la population? Je parlais de toute la population de Phnom Penh. Nous étions considérés comme des ennemis. Ceux qui volaient étaient considérés comme étant influencés par les impérialistes américains. Est-ce qu'on vous a donné des détails justement sur les motifs pour lesquels vous étiez considérés comme des ennemis? Est-ce que vous avez entendu les Khmers rouges parler de certains de ces motifs? De manière générale, ils nous traitaient comme des ennemis. C'était une perception générale. Ils présumaient que nous étions des ennemis, et si nous commettions la moindre faute, nous devenions de véritables ennemis, des ennemis internes, comme il disait. Merci. Ce matin, vous avez précisé qu'à 9h du matin, le 17 avril 1975, les Khmers rouges ont annoncé que vous n'aviez rien à craindre, que vous pouviez vaquer à vos occupations et que l'Angkar ne poursuivrait que les 7 traîtres. Aviez-vous déjà entendu parler de qui étaient ces 7 traîtres avant l'entrée à Phnom Penh des Khmers rouges? Oui, mais je ne me souviens pas de tous les noms. Je me rappelle qu'il y avait des gens comme Intam, Sirik Matak, Cheng Heng et Lon Nol, ainsi que d'autres dont le nom m'échappe. Et comment aviez-vous entendu parler de ce concept des 7 traîtres avant le 17 avril 1975? Est-ce que vous aviez entendu cela à la radio? Si oui, quelle radio ou par d'autres moyens? Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la question? Est-ce que vous me demandez si j'ai entendu ça de la part des Khmers rouges ou de la part du camp de Lon Nol? Non, est-ce que vous avez entendu cela de la part des Khmers rouges, mais avant le 17 avril 1975, par exemple, par le biais d'émissions de radio qui auraient pu être captées à Phnom Penh, ou bien vous n'en avez entendu parler que à partir du 17 avril? J'ai entendu cela à la radio. Je me suis connecté à la radio Khmer Rouge et de temps en temps, j'entendais citer ces noms à la radio. Merci. Alors je voudrais maintenant clarifier une chose. Vous avez parlé tout à l'heure
du fait qu'à 9 heures, les Khmers rouges avaient annoncé que seuls les 7 traîtres seraient poursuivis. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'à 15 heures, l'ordre a été donné à ce moment-là d'évacuer la ville. Est-ce que vous confirmez bien ces 2 heures-là? Parce que dans la version française du procès-verbal d'audition, il semble qu'il y ait une erreur de traduction qui puisse amener à certaines confusions. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment les Khmers rouges ont parlé précisément des traîtres et à quel moment ils ont demandé l'évacuation de Phnom Penh? Vers 15 heures, il a été annoncé que les gens devaient quitter Phnom Penh pour 3 jours et que dans le cas contraire, nous serions bombardés par les Américains. Merci. Ce matin, vous avez dit qu'à part la menace de bombardement américain, Ankar avait dit également qu'il devait nettoyer la ville de ses ennemis. Quand vous avez parlé de cela, est-ce que l'on visait la population entière ou des ennemis spécifiques à l'Ankar? Les émissions parlaient des ennemis en général et il n'était pas fait mention spécifique des soldats. Lorsque les Khmers rouges ont diffusé auprès de la population le fait que vous deviez évacuer la ville, notamment pour prévenir les bombardements américains, est-ce que cette justification vous est apparue crédible à votre famille ainsi qu'à vous, dans le contexte de l'époque, le 17 avril? Pas complètement. Cela dit, nous savions que les Khmers rouges étaient très déterminés et que quand ils disaient quelque chose, ils étaient sérieux. Ils avaient lutté pour nous libérer, pour mettre fin à la guerre. Ils nous ont demandé de quitter la ville pour 3 jours et pour nous, ce n'était rien d'extraordinaire. Est-ce que l'attitude des Khmers rouges à leur entrée dans la ville, ainsi que la façon dont l'ordre d'évacuer a été donné, ont pu vous laisser penser à ce moment-là que vous aviez le choix entre rester et partir? J'étais très jeune, mais je m'en remettais à la décision de mon père et de mes grands-parents. Or, eux ont décidé de partir, conformément aux ordres donnés. J'étais un enfant jeune et obéissant, et je devais donc suivre mes parents et mes grands-parents où qu'ils aillent.
est-ce que vous avez vu ou entendu que certaines personnes, certains habitants de Phnom Penh, ont essayé d'argumenter ou de discuter les ordres qui avaient été donnés d'évacuer la ville? Par exemple, en disant qu'ils étaient prêts à prendre le risque d'être bombardés par les Américains. Est-ce que vous avez assisté à ce type de scène ou bien vous êtes parti trop tôt pour pouvoir le voir? Réponse. Comme je l'ai dit ce matin, à partir de 3 heures de l'après-midi jusqu'au moment où j'ai quitté ça a été un moment très court et mes parents avaient les moyens de quitter la ville aussi rapidement que possible. Nous sommes donc partis trop tôt pour pouvoir être les témoins de cela. Et notre famille est partie au début de l'évacuation et lorsque nous avons atteint notre destination, ce n'est que quelques heures plus tard et puis le lendemain que nous avons vu que le nombre de gens qui se mettaient sur la route était plus important. Est-ce qu'à un moment ou un autre de ce processus d'évacuation et de votre voyage, est-ce que vous avez vu d'anciens militaires de Lon Nol en uniforme poursuivre leur chemin sans problème? Ou bien les seuls que vous avez vus sont ceux que vous avez mentionnés tout à l'heure en disant qu'ils étaient attachés dans le dos ou par les pouces dans 2 fils? Et j'ai vu des personnes qui étaient ligotées et il y a eu un incident dont j'ai été le témoin. Il n'y avait pas de soldats de Lon Nol en uniforme voyageant avec les gens, mais il y avait des soldats qui voyageaient avec nous et qui étaient en vêtements civils. Au moment où l'ordre a été donné d'évacuer la ville, est-ce que vous-même et votre famille, les membres de votre famille, ont eu peur de l'ordre qui était donné? Réponse oui. Nous avions extrêmement peur et nous sommes restés muets pendant le voyage et nous nous posions beaucoup de questions. Mon oncle Emmett avait vécu dans les zones libérées pendant quelques années. En fait, il était recherché et il s'était enfui dans le camp de Lon Nol. Il était devenu un officier de l'armée de Lon Nol. Lorsqu'ils ont connu ses antécédents, ils ont à nouveau lancé une recherche pour le retrouver. Et donc, dans notre famille, s'était arrangé pour éviter qu'il puisse être persécuté par les Khmers rouges. Merci. Juste pour clarifier, durant le voyage, est-ce que vous avez voyagé avec votre oncle Miek ou vous a-t-il précédé sur le chemin de votre village natal? Réponse. Après avoir évité d'être arrêté à Kampong-Toul, mon oncle et son épouse nous ont rejoints à la pagode de Kongtoy où nous sommes restés parce que ma sœur ne pouvait pas marcher, mais il ne pouvait pas nous attendre. Donc il est
Il nous a devancés. Et j'avais un oncle plus jeune qui s'appelait Mout, qui, lui, travaillait pour les Khmers rouges. យកយោបល់ទាំងប្រមាណ Il s'était enfui pour venir travailler à Phnom Penh, et donc il connaissait bien les Khmers rouges. Au moment de quitter Phnom Penh, au moment où l'ordre est donné d'évacuer, est-ce que les Khmers rouges vous ont donné des détails concernant les biens que vous pouviez emporter, les effets personnels à prendre, sachant que vous quittiez pour 3 jours? Est-ce qu'on vous a dit d'emporter un maximum d'effets personnels? Est-ce qu'on vous a dit de prendre le minimum ou quelque chose entre les deux?បាទគេប្រកាសឲ្យយើងចេញទៅហ្នឹងគឺ Un appel avait été lancé nous disant que nous devions partir avec un minimum d'effets personnels parce que nous ne serions partis que 3 jours et que nous pourrions revenir après. Donc des annonces publiques ont été faites à cet effet. Pour bien comprendre la logique des Khmers rouges, si vraiment les bombardements américains menaçaient de détruire entièrement la ville, ainsi que vos maisons, vous êtes-vous posé la question de savoir si c'était logique de n'emporter que le minimum alors que peut-être votre maison serait entièrement détruite? Réponse. J'y ai pensé. En fait, 15 jours avant la chute de Phnom Penh, un avion américain a largué de la nourriture pour les gens qui étaient encerclés par les Khmers rouges en banlieue de Phnom Penh. Et donc, je ne pouvais pas croire que les avions US allaient bombarder Phnom Penh au moment de sa chute, parce qu'ils avaient récemment largué de la nourriture pour la population. C'est en tout cas ce que je pensais à ce moment-là. On vous a dit d'abord que vous partiez pour 3 jours, et puis par la suite, on vous a dit que c'était finalement pour 7 jours. Et j'ai compris ce matin que les Khmers rouges vous ont également dit finalement de rejoindre votre village d'origine. Vous êtes-vous demandé s'il était possible d'atteindre votre village d'origine en 3 jours ou même en 7 jours? À pied. Réponse. Lorsqu'on nous a dit de partir pour 3 jours, 3 jours s'étaient découlés lorsque nous sommes arrivés à la pagode de Angkroit. Donc c'était déjà le 3e ou le 4e jour à ce moment-là. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés pour attendre que ma sœur cadette puisse se rétablir, vu qu'elle avait les jambes enflées. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on nous a dit que nous devions nous remettre en mouvement pour regagner nos villages d'origine. Merci. Alors, quelques questions sur l'organisation de cette évacuation par le nouveau pouvoir Khmer Rouge. Est-ce que les Khmer Rouges avaient prévu des bus, des trains, des minibus, des taxis, d'autres moyens de transport pour les gens qui devaient quitter Phnom Penh? Dans le départ de Phnom Penh, c'est fait suivant les moyens de tout un chacun. Lorsque je suis arrivé à la commune de Bac Baon, à la pagode de Bac Baon, il y avait un véhicule capturé par les soldats Khmer rouges. Et là, ce véhicule nous a transportés jusqu'au district de Samrao. C'est la seule fois où nous avons été transportés à bord d'un véhicule.
Est-ce que des endroits avaient été aménagés par les Khmers rouges pour vous loger en cours de route à quelque moment que ce soit?បាទតាមផ្លូវហ្នឹងគឺ Réponse. Nous avons décidé de nous reposer le long de la route. Nous-mêmes, parfois, on se réfugiait à l'entrée d'une pagode sous les arbres. Personne ne nous a donné d'instructions spécifiques quant à l'endroit où l'on aurait pu ou dû se regrouper et où se reposer. Merci. Est-ce que la mesure d'évacuation de la ville de Phnom Penh s'appliquait-elle aussi aux personnes vulnérables ou incapables de se déplacer, comme les vieillards, les petits-enfants ou les personnes hospitalisées? Réponse. Les personnes âgées et les enfants, en fait, l'espoir c'était que les membres de leur famille s'en occupent. En ce qui concerne les patients des hôpitaux ou les malades, personne ni rien n'avait été prévu et donc ils ont été abandonnés pour mourir, se vider de leur sang. Mes oncles qui avaient été blessés sont restés allongés sur leur natte le jour de la chute de Phnom Penh et ils ont été abandonnés. Et l'on m'a dit qu'ils avaient été emmenés quelque part et que leur corps avait été jeté quelque part et on n'a jamais su où cela s'était passé. Merci. J'en viens à mes dernières questions sur votre arrivée à votre village de Bang Day. Combien y avait-il de personnes du peuple nouveau qui étaient arrivées au village à la suite de l'évacuation de Phnom Penh et d'autres villes? Est-ce que vous avez un ordre de grandeur du nombre de personnes qui constituaient donc ce peuple du 17 avril dans votre village et dans les coopératives aux alentours? Réponse. Plusieurs familles des 17 avril, je ne pouvais pas les compter tous. J'en savais plus sur les membres de ma famille et mes connaissances, ça fait plus de 30 ans que tout cela s'est passé, je n'ai pas souvenir. En ce qui concerne le deuxième mouvement, d'autres familles ont été à nouveau transférées hors du village, y compris des membres de la famille de mon épouse. Des oncles ma femme avait réussi à trouver des excuses pour pouvoir rester au village. Merci. À part votre père et vos deux oncles qui étaient, vous l'avez dit, des membres de l'armée de la République khmer et qui ont été arrêtés, est-ce que parmi les personnes qui avaient été évacuées de Phnom Penh et qui étaient arrivées dans votre région, y a-t-il eu d'autres anciens militaires de Lon Nol qui ont été arrêtés et qui ont disparu définitivement? Réponse. Dans mon village, il y en a eu plusieurs. Mon père, mes deux oncles, mon beau-père et son frère cadet. 4 autres personnes, membres du village également, qui étaient d'anciens soldats. Merci. Les toutes dernières questions.
vous avez dit tout à l'heure qu'à votre arrivée à votre village, vos proches, des membres de la famille ou des voisins, n'avaient pas montré d'affection ou bien de respect suffisant vis-à-vis de vous, de votre père. Est-ce que vous avez su pourquoi ils n'étaient pas affables, ils étaient méfiants vis-à-vis de vous? Réponse. D'après ce que je savais, les 17 avril étaient considérés comme appartenant à la classe des oppresseurs, des capitalistes, des féodaux, la classe des compradors qui n'étaient pas loyaux envers la révolution. Nous étions considérés comme étant les exploiteurs du peuple. Et au mieux, ils étaient catégorisés de différentes façons. Il y avait le peuple de base inférieur, parce qu'il y avait des ethnies chinoises qui faisaient partie du peuple de base. Ils faisaient partie du peuple de base, mais d'une classe inférieure et donc sujet à surveillance. Quant aux pauvres parmi le peuple de base, c'était essentiellement des paysans qui ne pouvaient pas s'exprimer clairement. Ils faisaient partie des plus pauvres. Alors dans cela, on avait confiance en eux et ils ont été promus, incorporés dans les milices. Et donc même au niveau du peuple de base, il y avait des catégories différentes. Les plus purs étaient ceux qui étaient des inconditionnels absolus. Et pour ceux qui avaient des maisons plus grandes que ce dont ils avaient besoin, ils étaient obligés de démonter la moitié de leur maison pour en faire des entrepôts pour les engrais ou pour les récoltes. Et ils devaient ensuite se débrouiller pour construire de nouvelles habitations. C'est comme ça que les gens étaient répartis en catégories à l'époque. Merci beaucoup, monsieur la partie civile, pour ces explications très claires et pour votre temps, qui sera bien utile, je crois, à la Chambre. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions à poser à la partie civile. Le Président, je vous remercie. La Chambre va maintenant donner la parole aux équipes de la défense. En premier lieu, les avocats de la défense de Nunchea pour poser des questions à la partie civile si vous le désirez. Nous n'avons pas de questions pour cette partie civile. Merci, monsieur le membre des parties civiles, d'être venu témoigner dans ce prétoire. Le Président, merci maître. Nous allons maintenant donner la parole à la défense de Ieng Sary afin qu'il puisse poser des questions à la partie civile s'il le désire. Je vous remercie, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les juges, bon après-midi à tous. Bon après-midi, monsieur Chun Soka, pardon. Mon collègue et moi-même, Conseil pour la défense de Ieng Sary, n'avons pas de questions à vous poser. Nous vous remercions et sommes reconnaissants de votre témoignage devant cette Chambre afin de participer à la manifestation de la vérité. Je vous remercie, le Président, je vous remercie. Je vais à présent donner la parole à la défense de Khieu Sampang afin qu'il puisse poser des questions à la partie civile si vous le désirez. Conseil pour la défense, je vous remercie. Bon après-midi, mesdames et messieurs les juges. Bonjour à tous au nom de Khieu Sampang. Nous, équipe de défense, n'avons pas de questions à poser à la partie civile. Merci, monsieur le Président. Le Président, je vous remercie.
Monsieur Chumsoka, en tant que partie civile, vous avez à présent le droit de décrire les souffrances que vous avez éprouvées pendant le régime Khmer Rouge, comme nous vous avons informé que vous pouviez le faire ce matin. Si vous désirez vous exprimer maintenant. បាទជាបឋមសូមគោរព Chumsoka. En premier lieu, bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Je voudrais décrire les événements que j'ai vécus pendant le régime Khmer Rouge, moralement, physiquement et matériellement. La raison pour laquelle je me suis porté partie civile devant le tribunal Khmer Rouge et que les membres de ma famille et moi-même, nous avons souffert gravement et perdu beaucoup pendant le régime Khmer Rouge. Nous avons souffert physiquement depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment où nous avons quitté Phnom Penh. Nous vivions dans une maison, mais on nous a dit de partir et de séjourner à ciel ouvert. C'était difficile. J'avais 20 ans à l'époque. J'étais assez mûr, mais mes frères et sœurs plus jeunes et mes grands-parents ont beaucoup souffert de cela. Il nous a fallu 1 mois à pied pour aller de Phnom Penh à notre destination. Donc, nous avons souffert du voyage, souffert parce que privés de lieux d'hébergement, de nourriture, il nous fallait trouver des pierres pour faire un foyer, trouver de l'eau pour cuire les aliments. Il n'y avait pas de disposition prise pour s'alimenter. Nous avons donc dû pêcher des crabes d'eau douce dans les rizières. Il était très difficile dans cette saison d'en trouver. Dans un étang, nous avons essayé de trouver des crustacés ou quelque chose à manger. Mais ma sœur, ma petite sœur, avait les pieds enflés. Nous n'avions amené avec nous aucun médicament. Il n'y avait pas de personnel médical pour s'occuper d'elle. Nous avons donc dû chercher des herbes médicinales pour soigner ses pieds et ses jambes qui avaient gonflé. Quant à moi, j'ai été forcé de travailler nuit et jour. Je travaillais 12 à 14 heures par jour. On m'a fait épandre des engrais humains, de récolter des étrons. Dans des toilettes de fortune. Cela sentait très mauvais. On nous a fait récolter et également le lisier de fosses septiques des différentes maisons. Et nous avons également dû transporter de l'urine pour cela. Et on m'a fait faire cela pendant près de 6 mois. Et donc, tous les jours, je devais respirer l'odeur fétide des étrons et de l'urine. Mes ongles étaient tachés
par ces déchets fécaux et par l'urine. Il n'y avait pas de savon pour se laver les mains. Il fallait utiliser de la cendre, mais l'odeur restait, subsistait. Nous avons également été maltraités pendant que on a fabriqué cet engrais. On nous a interpellés, on nous a dit qu'on n'était pas fidèle à l'encart, qu'on ne supportait pas l'odeur, qu'on n'avait pas été débarrassé encore de l'influence impérialiste, et même lorsqu'on a utilisé un foulard pour se couvrir le nez, on a été critiqué pour avoir fait cela. Ils étaient très durs avec nous à cet égard. Et lorsque je suis tombé malade, que j'ai contracté le paludisme, normalement j'aurais dû rester chez moi pour me reposer, mais non, on m'a fait travailler dans les rizières. Donc, on m'a également demandé de transporter de la nourriture de Pont-Crabao. J'ai dû aussi transporter du bois, plusieurs troncs. J'étais toujours malade, j'avais le paludisme, la charrette s'est renversée à plusieurs reprises, il a fallu la recharger à chaque fois, remettre les troncs dans la charrette, et ceci n'est que quelques exemples de ma souffrance pendant le régime. J'ai également été forcé de pratiquer l'agriculture de rizière sous toutes ses formes, et pendant que j'étais malade, il n'y avait aucun traitement médical. Lorsque j'ai essayé d'obtenir chez le guérisseur des médicaments homéopathiques, on m'a simplement donné des crottes de lapin, et ils utilisaient en fait des cartouches vidées pour former ces crottes de lapin qui assumaient ainsi la forme de comprimés. Alors je ne sais pas finalement ce qui m'a guéri, si c'était ces crottes de lapin ou les médicaments à base d'herbes médicinales. Et même au jour d'aujourd'hui, j'ai des problèmes au niveau du foie et de l'estomac, et il se pourrait bien que ce soit une des conséquences de cette période. On nous a fait construire des digues, des barrages également, et il fallait chaque jour déplacer 2 à 3 mètres cubes. Et si on arrivait à 2 ou 3 mètres cubes, on passait le lendemain à 5 à 7 mètres cubes, et le jour d'après 7 mètres cubes. Le barrage était haut et large, et nous avons travaillé extrêmement dur du matin jusqu'au soir. Nous étions très fatigués, et une fois ces travaux terminés, en fin d'après-midi, il n'y avait pas de riz à manger, simplement du gruau de riz avec des feuilles de liseron, 1 ou 2 morceaux de poulet et quelques morceaux de poisson dans une grande marmite de bouillon. Je me souviens qu'en 1976, l'ANCAR ne nous donnait qu'un maïs par jour, et parfois la ration était tellement petite qu'il était très difficile de se remplir l'estomac avec seulement un épi de maïs. Donc, à chaque repas, on se contentait d'un demi-épi de maïs, et on travaillait très dur alors que nous étions mal nourris. La situation était véritablement
terrible. Mes genoux étaient gonflés et avaient atteint des dimensions supérieures à ma tête. Parfois, pendant le labour de la rizière, j'arrivais à peine à suivre le buffle et le soir, pendant la réunion, on nous demandait de travailler plus dur pour remplir le plan de l'encart, donc dans une logique de grand bond en avant pour arriver à 3 tonnes par hectare et qu'il fallait progresser mieux que la période précédente et on ne nous permettait pas d'aller chercher d'autres aliments à part les rations qui nous étaient distribuées par l'encart, mais parfois nous devions nous forcer à aller chercher des aliments pour se nourrir. On mangeait des feuilles des arbres que l'on mélangeait avec de l'eau salée et lorsque nous nous rendions à la cuisine, nous leur demandions de nous donner quelques grains de sel en disant que le sel, la soupe n'était pas suffisamment salée, mais en fait on mélangeait ça avec les feuilles d'arbre et on mangeait les feuilles d'arbre. J'étais très maigre. Par la suite, ma femme m'a dit « Comment ai-je pu rester avec toi? Tu avais l'air d'un vieillard rachitique. » J'étais très malingre car je manquais de nourriture. On m'a aussi demandé de creuser un canal à Damreipoun. Il faisait 10 mètres de profondeur à l'extrémité et le canal avait une longueur de 2 à 3 kilomètres. Des gens de tout le district avaient été réunis pour creuser ce canal. Nous recevions 2 repas par jour. Nous commencions le travail dès l'aube. Nous continuions jusqu'à 11 heures. Ensuite, nous mangions, puis nous travaillions de 13 heures à 17 heures. Et ensuite, nous travaillions la nuit jusqu'à 10 ou 11 heures du soir. Nous recevions du riz à manger, mais la soupe était très liquide. Pendant la construction du canal, l'Ankar a annoncé que nous recevrions 3 repas par jour. Autrement dit, le matin de la bouillie, le midi et le soir du riz et chaque semaine un dessert. Mais en fait, nous n'avons reçu par la suite que 2 repas par jour. Pendant la saison des pluies et pendant la saison du repiquage, nous n'avions que de la bouillie liquide à manger. Ils ne se préoccupaient pas de notre santé. Peu leur importait que nous n'ayons pas assez à manger. Un jour, il y a une commémoration organisée par le parti, c'était pendant la période de Pshomben, et l'Ankar allait cuire du riz. Ensuite, on nous a dit qu'il y aurait du porc et du bœuf. Puis, il y a eu une grande réunion, et à la fin de la réunion, on nous a laissé aller à la cuisine. Nous avons tenté de nous remplir l'estomac en mangeant du riz. Nous sommes rassasiés, mais comme nous n'avions pas mangé autant depuis longtemps, la moitié des villageois ont attrapé la diarrhée pendant la nuit. Après quoi, on nous a accusés de simuler la maladie par paresse, plutôt que d'essayer de nous soigner. Nous avons été accusés d'être fainéants, alors même que nous avions eu assez à manger. On nous accusait d'avoir attrapé la diarrhée et on nous disait que nous méritions de manger de la bouillie liquide. Le travail dur, conjugué au manque de nourriture, a fait que bon nombre d'entre nous ont vu leur état de santé se dégrader. Nous n'avions pas assez de temps pour dormir. En effet,
La nuit, nous arrêtions le travail à 22 heures. Le temps de rentrer chez soi, de se laver, il était déjà 11 heures. Or, nous devions nous lever le lendemain à 4 heures du matin, car la cloche retentissait à ce moment-là. Certains d'entre nous devaient aller dans les champs ou préparer les vaches pour le labour, donc nous n'avions pas assez de temps de sommeil. Alors même que nous travaillions si dur, l'encart nous forçait de travailler encore plus dur. Et nous devions aimer l'encart de façon absolue. Pour sa part, l'encart ne nous aimait pas de manière absolue. De surcroît, j'ai beaucoup souffert lorsque j'étais arrêté et placé en détention dans un centre de sécurité dans le district de Bap Phnom. En captivité, j'ai été entravé, j'avais les mains ligotées dans le dos, j'ai été interrogé. J'ai été abandonné à moi-même pendant 3 jours. Pendant tout ce temps-là, j'avais encore les fers aux chevilles. J'avais été interrogé et personne n'a pu me dire pourquoi l'on m'avait laissé dans cet état. J'ai interrogé un gardien de sécurité là-dessus, mais je n'ai obtenu aucune réponse. On m'a juste dit, on ne m'a rien dit, on m'a juste passé à tabac. Pendant l'interrogatoire, j'étais roué de coups. Épisodiquement, après chaque question, on me frappait. J'ai reçu des coups sur tout le corps. Alors même que je n'avais rien fait de mal. J'avais juste été mis en cause par rapport aux événements qui ont conduit Sao Pim à avoir des problèmes. J'étais simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai été placé en détention avec mon ami. Ça a duré 1 mois. J'ai été mis au fer pendant tout ce temps-là. Enfin, c'est devenu insupportable. Je n'en pouvais plus. J'ai demandé au gardien de sécurité de me laisser aller travailler avec les autres plutôt que de rester enchaîné dans le centre de détention. Je peux donc dire que j'ai enduré des souffrances physiques et psychologiques. Je ne peux pas tout décrire. Je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point cela a été un véritable supplice. J'ai aussi connu beaucoup de tristesse du fait de la perte de membres de ma famille, notamment mes parents. À chaque fois que je pense à eux, je ne peux m'empêcher de pleurer. Si mon père était encore vivant de nos jours, aucun des membres
de ma famille n'aurait connu tant de difficultés. Ma mère a été fragilisée psychiquement par la perte de son époux. Moi-même, j'ai éprouvé beaucoup de problèmes mentaux car j'ai vu comment mes frères et mes sœurs ont vécu dans la pauvreté. Car nous avions été privés de soins dès lors que nos parents sont morts. Nous n'avons donc pas été éduqués convenablement. Même de nos jours, je continue de voir en rêve des Khmers rouges qui me pourchassent et qui me traquent. Je me réveille en plein milieu de la nuit, presque chaque nuit. J'ai été traumatisé par ces événements. À chaque fois que j'entends parler de combats, je me souviens des combats qui ont eu lieu à l'époque des Khmers rouges. Il m'est difficile de trouver les mots pour parler de ces souffrances. Pour ce qui est du préjudice matériel, quand j'étais à Kampong Kadai, les gens nous ont maltraités. Car ils nous considéraient comme des fauteurs de troubles, comme des gens qui étaient venus voler leur nourriture. Au bout du compte, ils ont décidé de m'envoyer me faire exécuter. Mais mon grand-père les a implorés de m'épargner. Et par chance, j'ai été épargné. Ils prétendaient que nous étions là pour leur causer des difficultés, pour les détruire. J'ai quitté Phnom Penh avec très peu d'effets personnels. Mais les Khmers rouges ont tout détruit. J'ai gravi les échelons de la hiérarchie en tant que soldat. Mais par la suite, j'ai tout perdu à cause des Khmers rouges. Quand je suis allé là-bas, comme je l'ai dit, nous n'avons pas bien été accueillis. Quand nous avons quitté notre maison, nous savions que jamais nous ne reviendrions. Nous savions que tout ce qui nous appartenait allait être perdu. Par la suite, quand les gens sont retournés dans la ville, des gens sont allés occuper notre maison et nous savions qu'ils allaient s'approprier ce qui, en fait, nous appartenait, mais nous n'avions pas le choix. Quant aux conditions de vie de l'époque, nos uniques possessions
C'étaient des pieux qui nous permettaient de construire un lit de fortune pour y dormir la nuit. Mais ces lits de fortune, une fois exposés aux éléments, ne nous servaient plus à rien. Par la suite, nous avons réussi à construire une petite cabane avec du bois, mais c'était une cabane de fortune. C'était très difficile. En conclusion, à cause des Khmers rouges, j'ai presque tout perdu. En dernier lieu, voici ce que je demande humblement. Je prie la Chambre de juger les anciens hauts dirigeants Khmers rouges qui ont torturé et maltraité ma famille. Je demande qu'ils soient punis d'une manière proportionnée aux crimes et aux exactions qu'ils ont commis. En même temps, je prie la Chambre d'enquêter pour voir si les accusés possèdent des biens. Si tel est le cas, nous aimerions que nos avocats puissent veiller à ce que ces biens soient restitués aux victimes. En dernier lieu, je prie la Chambre de veiller à ce que le procès aboutisse complètement. Je vous remercie. Le président parle, mais son micro n'est pas allumé. Le président. Merci beaucoup, Monsieur Chomsokha. Votre déposition touche à son terme. Vous pouvez à présent disposer. Vous pouvez rentrer chez vous. Huissier d'audience, en coordination avec l'unité d'appui, veuillez faire en sorte que la partie civile puisse rentrer chez soi. Monsieur, je vous en prie, l'huissier d'audience va vous faire quitter le prétoire. Merci beaucoup pour votre participation. Est-ce que l'une quelconque des parties souhaite intervenir? Si tel n'est pas le cas, l'audience va prendre fin. Les débats reprendront demain à 9 h du matin. La Chambre entendra la déposition de la partie civile TCCP 606. Ce sont les co-avocats principaux pour les parties civiles qui interrogeront en premier lieu cette partie civile. Agents de sécurité, veuillez conduire Nuonchea et Que Sampan au centre de détention et les ramener dans le prétoire demain matin pour 9 h. L'audience est levée.